qui nous conduit à parler désormais, Jean-Daniel Lévy, des défis personnels que cela engendre, des défis de société évidemment, qui sont conditionnés par cette question, et le rôle, la place des groupes de protection sociale. Il ressort de l'étude, Jean-Daniel, que l'allongement de la vie étudiante et active est une chance à saisir, par exemple, mais la société est-elle bien préparée, assez préparée? Déjà, on va peut-être faire 3 points de constat. Oui. Le premier aspect de point de constat, lorsqu'on interroge justement les Français sur le fait qu'il y ait un accès plus important aux études supérieures de la part de la jeunesse, on a parlé d'abord de démocratisation, puis de massification. Est-ce que ça apparaît globalement comme étant une bonne chose? C'est une bonne chose pour près de 90% des personnes qu'on a interrogées. Ce chiffre est important. Il est encore plus important, on va le voir à travers le tableau suivant, lorsqu'il s'agit en fait de la possibilité de pouvoir se réorienter pendant toute la durée des études. Et je pense que c'est un des aspects qui est essentiel, l'idée de se dire que tout n'est pas figé et qu'on n'a pas un plan de carrière, un plan d'enseignement ou un plan d'éducation qui est fixé quasiment dès la jeunesse et qui ferait que naturellement ça arriverait jusqu'à la retraite et que même dans des moments qui peuvent être des moments singuliers comme la période des études, il peut y avoir des bifurcations. Et puis le troisième aspect, on va le voir également s'afficher, la possibilité de pouvoir se réorienter d'un point de vue professionnel. On a beaucoup parlé en fait de Français qui étaient des conservateurs, qui voulaient absolument rester systématiquement au même poste, avec le même type d'activité, dans la même entreprise. Là, je pense en fait que non. cette idée Ouais, est très clairement battue en brèche et Oui. que on a cherché d'essayer de voir justement s'il y avait des différences flagrantes selon les générations, selon les territoires, Oui. voire même selon les catégories sociales des personnes interrogées. La réponse est non, et avec un chiffre qui est un chiffre aussi net, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir trouver des nuances. Alors, le point saillant, ou en tout cas un des points saillants de cette étude, c'est les tensions qui peuvent exister dans la société française. Et peut-être parfois avec des Français qui individuellement sont plus en avance de la manière dont ils peuvent considérer l'ensemble de la société française. On va prendre 2 exemples. Le premier exemple concerne le fait qu'il puisse y avoir un accès d'un plus grand nombre aux études supérieures. Vous le voyez, 89% des Français disent oui, c'est une bonne chose. Avec la perception que la société française n'est pas tout à fait prête, avec, vous le voyez, près de 30 points de différence d'un point de vue général, et ce qui peut constituer des freins à l'action. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner, je m'arrêterai là-dessus, sur le fait de pouvoir se réorienter au cours de sa vie professionnelle. 92% des Français disent oui, que c'est une bonne chose. On tombe à 61% pour la perception à l'égard de la société française. Donc on a peut-être également un discours général qui ne vient pas complètement accompagner ça. Il n'y a pas non plus un état d'esprit qui est relayé, qui serait le reflet réel de la société et non pas forcément cette représentation imagée de ce que peut être la société française. Et on sait qu'on se met quand même plus facilement en mouvement lorsqu'on a le sentiment qu'on est porté. On nous accompagne, Voilà, et bien sûr. et que ces freins sont perçus d'un point de vue général de la part de nos compatriotes. Comment vous l'expliquez ça, Claude Évin, cette impréparation ou cette double vision des choses? D'abord, moi je crois que les chiffres, ils nous posent question. Parce qu'on voit bien qu'il y a ce décalage que Jean-Daniel Lévy vient de présenter. Et moi j'insiste beaucoup sur ce décalage qu'il vient d'exprimer, y compris avec des chiffres, entre l'aspiration des Français et la perception qu'ils ont que cette aspiration qui est leur désir, eh bien, ils ne sont pas certains de pouvoir y accéder puisqu'ils ont le sentiment que la société ne les prépare pas à pouvoir effectivement atteindre cet objectif, atteindre ce désir. Et ça doit nous interroger tous au niveau de la société, ça doit interroger les différents responsables. Je crois effectivement que André Masson le disait tout à l'heure, comment on peut donner du sens ? Parce qu'effectivement, quand on regarde vers l'avenir, si on ne sait pas très bien comment on va pouvoir effectivement accéder à cet objectif dont on a envie, que l'on ressent, mais on n'est pas très motivé et effectivement, ce sera beaucoup plus difficile de l'avoir et de le mettre en œuvre. Et donc, comment on peut redonner du sens ? D'abord, je crois que la prise de conscience et le débat qui est organisé par G2R La Mondiale doit y contribuer, et d'autres débats sans doute dans le débat public, y compris dans le débat politique d'ailleurs, face à des prochaines échéances démocratiques, devraient nous permettre d'avoir effectivement cette réflexion. C'est-à-dire comment on donne du sens, comment on donne de l'espoir, comment effectivement cette aspiration qu'expriment nos concitoyens, on leur permet effectivement d'y accéder. Il y a des points de repère qu'il va falloir identifier. On peut sans doute
on va sans doute y revenir d'ailleurs à partir de cette étude, qui sont effectivement nos institutions, qui sont effectivement la confiance que l'on peut avoir dans tel ou tel mode de fonctionnement. Mais je crois qu'en effet, c'est une forte interpellation pour nous tous, ce décalage qu'il y a entre l'aspiration qu'ont nos concitoyens et le sentiment qu'ils ont de la difficulté de pouvoir accéder à ce désir qu'ils expriment. Et la nécessité que les politiques vraiment s'investissent dans cette réflexion de manière aussi exemplaire et copieuse, j'allais dire, que dans ce débat. Alors, il y a le commissariat général au plan, il y a le Conseil économique, social et environnemental. Enfin, ça fait partie des attributions de ces institutions d'y réfléchir. Oui, mais il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit perçu par les gens. Oui, comme une nécessité. Moi, je ne contesterai pas l'intérêt du Conseil économique et social environnemental, qui représente effectivement la société civile ou d'autres organismes. Mais il faut vraiment que ce soit des éléments de débat. C'est-à-dire que cette prise de conscience et cette image, cette photographie qui nous a été présentée tout à l'heure, il faut qu'elle puisse effectivement faire débat dans la société, que l'on puisse s'adresser à chacune et à chacun de nos concitoyens pour qu'effectivement ils puissent se sentir effectivement concernés. C'est sans doute la difficulté du débat politique, du débat démocratique d'ailleurs. C'est-à-dire que le passage en effet d'un débat d'élite d'une certaine manière à une prise de, une prise de confiance et non pas de conscience, une prise de confiance dans l'avenir, permettant effectivement à nos concitoyens de pouvoir trouver du sens à leur engagement et non pas de rechercher dans l'immédiateté, peut-être parfois, les solutions parfois limitées d'ailleurs. Oui, on est souvent dans la réaction d'urgence en effet, mais les Gilets jaunes nous ont donné un bon passif de la nécessité de poser vraiment le débat, y compris dans l'entreprise. Isabelle Hébert, vous n'êtes pas éloignée de ces préoccupations, ô combien. Ouais, alors si on regarde le sujet de la longue vie dans l'entreprise, on se dit le sujet... il se passe pas dans l'entreprise. La longue vie, c'est avant l'entreprise, les études qui s'allongent, et c'est après l'entreprise avec le 3e âge, le 4e âge, le temps de carrière qui d'ailleurs pour plein de raisons peut être un peu plus réduit parce que départ anticipé, parce que arriver dans l'entreprise plus tard. Donc si on regarde pour l'entreprise, la longue vie, impact 0. Mais en fait, c'est un peu plus subtil que ça, parce que les actifs, quand ils arrivent le matin dans l'entreprise, ils apportent la double longévité, celle de leurs enfants et celle de leurs parents. Il faut trouver une place en crèche, il faut trouver une place en prépa, il faut trouver une place en EHPAD. C'est du stress, c'est du temps passé, c'est du coût. Et en fait, les salariés, quand ils arrivent et qu'ils poussent la porte de l'entreprise, ils arrivent avec le sac à dos de ce qui s'est passé quand même à la maison. Et ils sont la génération sandwich. Ça impacte nécessairement leur productivité avec de l'absentéisme, quand ils doivent gérer tous les impacts de cet allongement, et aussi avec du présentéisme, c'est une prise de conscience des DRH. Je suis là, mais je suis préoccupée par autre chose, et donc je ne suis pas pleinement au travail. Donc l'équation, c'est vraiment la santé familiale impacte la santé du salarié et la santé du salarié impacte la santé de l'entreprise. Et donc les DRH, comment se positionnent-ils sur le sujet, typiquement quand vous analysez les situations chez vos clients, Isabelle ? Alors, pendant longtemps, on va dire, les DRH disaient non, mais ça, c'est pas mon problème. Il y a l'État-providence. Moi, je veux pas faire l'entreprise-providence. Je paye déjà pour suffisamment de choses. Mais de plus en plus, nous, on le voit dans les discussions qu'on a avec nos clients, ça devient un sujet incontournable parce qu'ils réalisent que ça impacte la production et la productivité de leur entreprise. Les négociateurs de branches professionnelles nous en parlent. Les DRH d'entreprises de luxe comme d'entreprises de grande distribution nous disent mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider ? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? On peut négocier des accords avec des crèches, on peut proposer un accompagnement pour les enfants des salariés en phase de préfiguration de leurs études. On fait ça dans le groupe au sein de Via Santé. On peut proposer accès à des résidences-services seniors aux aînés des salariés. C'est ce qu'on fait avec Domitis. On peut aussi proposer des offres à la fois pour les salariés aidants et pour les DRH qui gèrent des salariés aidants, voire les collaborateurs qui travaillent avec des salariés aidants. Donc ça, c'est un programme aussi qu'on a lancé qui s'appelle Aux côtés des aidants. Et on peut aussi, peut-être, en complément de la politique gouvernementale autour du congé aidant, proposer des offres assurantielles complémentaires qui permettent de compléter le revenu en cas de situation d'aidant. Donc, on a tout un panel de solutions qu'on peut apporter à l'entreprise pour l'aider à faire face au sujet. Très bien, Isabelle Hébert. Je vais vous laisser dans un instant développer, André Renaudin, la vision aussi plus générale du groupe, mais on s'arrête juste sur un indice important aussi dans votre étude de Jean-Daniel Lévy, les coups durs dans la longue vie. Justement, il y a aussi une lucidité
de vos Français interrogés sur le sujet. Oui, et pas des petits coups durs. Ouais. Lorsqu'on interroge en fait justement sur les difficultés qu'ont pu rencontrer nos compatriotes, que ce soit en termes de perte d'emploi, perte d'autonomie, emprunt, chômage, surendettement, le fait de devoir retourner chez ses parents lorsqu'on est jeune, des licenciements, la perte de logement ou encore la perte de protection sociale, on a 30% des Français, on va le voir s'afficher, et qui déclarent avoir rencontré souvent ou très souvent ce type de difficultés au cours des 10 dernières années. Donc là, déjà, quand vous allez dans la rue, 10 personnes, 3 qui déclarent « oui, j'ai déjà été confronté à ce plus que coup dur ». Premier aspect. Le deuxième aspect, c'est encore plus marqué de la part des jeunes, 43% des personnes qui sont âgées de moins de 35 ans et 45% de la part des personnes qui sont seules avec enfants. On voit enfin que de l'autre côté, un quart de la population française déclare avoir aidé plusieurs fois des personnes en difficulté au cours des 10 dernières années. Et c'est encore plus vrai, on parlait en fait des différences de genre, encore plus vrai de la part des femmes, notamment des femmes âgées de 50 ans et plus. Donc on a une société française qui rencontre, en dehors en fait de l'optimisme qu'on a pu identifier, en dehors du volontarisme, des situations qui, de part et d'autre, ont fait que soit on a dû être aidé, soit on a été amené à aider. Et l'actualité nous donne tous les jours des exemples sur la nécessité de la protection sociale, de la manière justement de la réorienter. André Renaudin, elle doit évoluer cette protection sociale. Quelle est votre vision sur ce sujet, justement? Mais Wendy, en fait, la protection sociale n'a jamais cessé d'évoluer. Oui. Et je dois dire, Claude Évin avait apporté sa pierre en son temps. Et je vais évoquer une loi éponyme qui est très connue dans l'assurance. Et donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas d'évoluer, et notamment sous ces pressions démographiques. Au fond, si je pense que les besoins fondamentaux de protection sociale sont bien couverts dans notre pays, les aspirations de beaucoup de nos concitoyens, les problèmes que vient d'évoquer Jean-Daniel Lévy d'une partie de nos concitoyens montrent qu'il faut se préoccuper de toutes les branches de protection sociale, la maladie, la prévoyance, la retraite, même le décès dans certains cas. Et donc tous ces besoins, ces aspirations sont diversifiées et très très nombreuses. Je pense que c'est le sujet d'un monde en paix. Nous avons la chance d'être dans un pays en paix et avec un souci de bien vivre, de bonne santé de sa population, de la part des pouvoirs publics et d'aspiration de tous nos concitoyens. Alors, je vais prendre qu'un exemple de novation pendant la pandémie. L'assurance maladie, la sécurité sociale maladie, a reconnu les arrêts de travail pour garde d'enfants comme une maladie. C'est une innovation, mais qui correspondait à un besoin de la société, à un moment où le confinement généralisé s'imposait à tous. Alors, pour répondre à ces préoccupations, il faut bien sûr une vision d'ensemble. Vous évoquiez un séquencement ou un étagement de la protection sociale. Je vais vous donner ma vision de cette construction. Tout d'abord, il y a le niveau de solidarité d'État. Voilà, nous payons l'impôt pour que les plus démunis de nos concitoyens puissent vivre décemment. Je paye l'impôt pour cela. Ensuite, il y a les solidarités de sécurité sociale, qui sont contributives. Je cotise à la sécurité sociale et c'est un nouveau niveau de solidarité qui est de plus en plus large. Il faut bien le dire. J'aime bien dire que le régime général finira par être général, tout simplement. Et au-delà, il y a des solidarités intermédiaires, celles de branches, qui sont elles aussi financées par des cotisations et qui peuvent se mettre en place pour répondre aux situations particulières des professions. L'agriculture, le bâtiment, ce n'est pas tout à fait les mêmes besoins de couverture que les emplois de bureau. Chaque métier a des spécificités, des typologies. Et j'imagine volontiers des conventions de protection sociale ou de sécurité sociale. C'est ce que Dominique Libaud, ancien directeur de la sécurité sociale, avait imaginé, qui permettrait une meilleure prise en charge des actifs, tout simplement dans leur métier. Et enfin, au-delà, il y a les choix collectifs d'entreprises, comme l'évoquait Isabelle, ou des choix individuels de protection, parce qu'il n'y a pas de limite à la couverture des besoins de santé. Voilà cet étagement. Je ferai juste un commentaire d'ensemble. Je pense qu'il faudra repenser les solidarités intergénérationnelles. Actifs retraités, avec l'allongement de la durée de la vie humaine et des dispersions des revenus et patrimoines. Je crois que c'est plus tout à fait comme en 1945. On est au cœur, en tout cas, vous nous le disiez, de la raison d'être du groupe. La démarche d'AG2R, la mondiale, si vous deviez, dans ce schéma, la résumer, André.
Bien, la démarche d'AG2R La Mondiale en matière de protection sociale, c'est que au-delà de notre métier propre, de verser des prestations, de remboursement d'assurance maladie, de rente d'invalidité, de pension de retraite supplémentaire, c'est bien d'accompagner tous ces besoins. On a évoqué les familles éclatées, l'aide aux aidants, etc. Tout ceci, ce ne sont pas que des prestations monétaires. Ma conviction, c'est d'une part que l'État-providence ne peut pas s'adapter à toutes les situations professionnelles, personnelles. Il y a trop de cas particuliers. À lui, le socle, soit de solidarité nationale, soit de solidarité de sécurité sociale. Et donc, il faut bien des couvertures supplémentaires, comme je les décrivais. Et ma deuxième conviction, c'est que le service à la personne est le prolongement naturel de l'assurance de la personne. Autrement dit, on ne peut pas simplement verser des prestations monétaires et puis de renvoyer à la vie civile, à tous les mécanismes étatiques ou locaux. Il y en a énormément. Je pense que nous devons accompagner tous ceux qui ont des besoins nouveaux d'aide, de prévention, d'accompagnement. Un petit mot là-dessus, Claude Évin, réaction ? Non, mais je crois que c'est très très important cette dernière appréciation et qu'Isabelle évoquait aussi en ce qui concerne les demandes faites dans les entreprises. Oui. Je prendrai qu'un exemple, qui est la question de l'accès aux soins. On a un système de sécurité sociale qui en effet garantit, quels que soient ses revenus, quel que soit le lieu où on vit, globalement la prise en charge financière, monétaire est la même, quel que soit le type de pathologie que l'on a. Et dans la réalité, on voit que l'accès à un hôpital, l'accès à un médecin, ne se fait pas de la même manière selon le lieu où on vit. On pourrait prendre comme ça plein d'exemples. Et c'est là que ça renvoie à la nécessité de repenser ce qu'on évoquait les uns et les autres tout à l'heure, la solidarité nationale. C'est-à-dire qu'on a des grands principes de solidarité. L'universalité existe concernant la prise en charge de la maladie, je l'ai évoqué, concernant les allocations familiales par exemple. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour effectivement donner du sens, ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour donner du sens à nos concitoyens. Vous avez évoqué les gilets jaunes, c'était très flagrant, c'était effectivement une forte expression, c'est-à-dire, moi j'ai pas la perception enfin pas moi, mais c'était ce qui s'exprimait, j'ai pas la perception, vous me dites qu'il y a des prestations qui existent, etc. Mais ça veut dire quoi dans ma vie quotidienne ? Ça veut dire quoi, moi qui habite à tel endroit, qui ai telle ou telle difficulté de déplacement, etc. Et on voit bien que la protection sociale, elle doit évoluer et qu'effectivement, il y a ce que l'État peut apporter d'une manière générale, la solidarité en son ensemble, et puis il y a ce qu'on peut construire, peut construire à travers... Alors effectivement, ce qui est indiqué ici, y compris les proches, les associations, où c'est effectivement des socles divers de solidarité, ou ce que peut aussi apporter effectivement la couverture complémentaire en totale harmonie avec d'autres mécanismes de protection sociale. Absolument. Et vous évoquez ce cercle des solidarités sur lequel on va s'attacher dans un petit instant. Mais je voudrais vous faire réagir, André Masson, parce qu'on peut peut-être prendre deux âges de la vie importants. Vous commenciez à nous parler de la jeunesse et de cette zone à redéfinir, 18-25 ans. Ces jeunes, ils se sentent laissés de côté aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit bien dans le débat politique, c'est l'urgence absolue. Haro sur les jeunes, l'échiquier du politique est très clair là-dessus, à 1 an de la présidentielle. Donc, il ne faut pas passer à côté de l'urgence de cette jeunesse et ce qu'elle réclame aujourd'hui. Il y avait un jeune sociologue qui disait que les politiques vis-à-vis des jeunes, il fallait prendre des pincettes parce qu'on ne savait jamais comment ils pouvaient réagir. C'est l'idée, si vous voulez, ce qui a été dit sur l'écart entre aspiration et réalisation, sur le problème des coups durs, sur la prise de confiance, moi j'aime bien, c'est qu'on enjoint les gens à être libres, responsables, s'émanciper dans le cadre d'un individualisme croissant, mais est-ce que la société donne toujours les moyens ? Donc, ce qu'on voit dans les redistributions en termes toujours de justice sociale, c'est plus large que ça. Il faut donner à chacun les chances de se réaliser et de pouvoir avoir une vie pleine de sens. Donc, alors là, je vais parler donc des choses qui ne marchent pas. Je suis désolé. Donc, l'école, par exemple, reproduit les inégalités. C'est le système PISA, c'est-à-dire que l'origine sociale fixe la réussite de l'élève. Et comme on fait attention à l'individualisme et à la responsabilité, et que c'est un mécanisme de sélection, l'école, l'échec scolaire ou plus tard l'échec professionnel est imputé à l'individu. C'est de sa faute. Donc ressentiment, frustration, tout ça, les pauvres sont les paresseux. Donc c'est ces phénomènes-là. Donc je vois le négatif. Il y a du positif, mais je vois le négatif. Si je vais plus loin, les dépenses pour l'enseignement supérieur en pourcentage du PIB, du produit intérieur brut, ça stagne. Donc les dépenses par étudiant plongent.
C'est presque un secteur sinistré. C'est pas tout une cohorte. Il y a 40% d'une cohorte qui est étudiant. Mais enfin, quand même, ça joue. Le taux de pauvreté chez les 18-24 ans a augmenté de 50% depuis 20 ans. Il est aujourd'hui de 23% pour une moyenne de 13%, alors qu'il est de 8,5%, mettons, chez les plus de 65 ans, et en baisse. Les interprétations en termes de vases communicants, c'est parce que les vieux vont moins, que les jeunes vont moins bien, sont fausses, à mon avis. Enfin, vous voyez bien le problème qui se pose. Et puis, j'irai plus loin, mais je vais laisser tomber. Mais enfin, les possibilités réelles sont assez faibles de reconstruction professionnelle aux âges mûrs. C'est Jean Daniel, les gens veulent le pouvoir, mais pratiquement, elles sont assez faibles. À 45-50 ans de se réorienter. Et ne parlons pas du fait de travailler plus longtemps quand on est déjà âgé. On s'aperçoit à qui ça profite. Eh bien, la retraite à la carte, eh bien, c'est ceux qui sont bien éduqués, en bonne santé, que les emplois épanouissants, stables, bien rémunérés. Alors cela, pour eux, c'est un choix. Et comme par hasard, pour les inégalités, ces gens-là sont des candidats magnifiques à avoir une durée de vie plus longue que les autres. Donc ça augmente encore les inégalités. Voilà. Alors pour les jeunes, et là, je vais aller vite, les jeunes, en fait, leur revendication, c'est ce qu'on appelle souvent, les sociologues appellent ça, mon diplôme, ils veulent un diplôme, votre dette, c'est pas la mienne, et la démocratie. Et les revendications tournent autour de ce qu'on appelle les 3 R, la redistribution. Je suis déjà un citoyen à part entière et j'ai le droit à un revenu minimum, à une garantie jeune, des bourses, des allocations logement, des bons de tirage sociaux comme au Danemark. Et si on fait ça correctement, on n'aura pas besoin d'un revenu de base qui coûterait trop cher. La reconnaissance sociale, le 2e R, le travail, le statut. Je ne suis pas un enfant à charge de mes parents, je suis un citoyen à part entière. Et 3e, la représentation, notamment au plan politique ou syndical, le droit à la parole et ne pas toujours recevoir la parole des sachants aînés. Parfaite illustration de cette catégorie qui vous inspire aussi, Isabelle Hébert. On va parler des seniors dans un instant, mais les jeunes, la jeunesse aussi, dans la vision d'AG2R, la mondiale. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter là-dessus ? Moi, dans cet esprit-là, il y a 2 films que j'ai beaucoup aimés d'Étienne Châtillier, c'est Tanguy et forcément. Tanguy, le retour. C'est devenu comme Frigidaire, une sorte de mot générique. C'est les boomerang kids, comme on dit en anglais, ces enfants qui reviennent vers les familles un peu en pleine tête, qu'on le veuille ou non. Et c'est assez fascinant comme phénomène sociologique. Ce qui est intéressant dans un groupe comme AG2R La Mondiale, c'est qu'à travers la protection sociale, on arrive à capter les sous-jacents des phénomènes sociologiques. Alors, tout à fait aligné avec ce que vous dites, André, sur les 3 R. Et en même temps, ce qui se passe depuis 4-5 ans, c'est que, oui, les jeunes cherchaient à avoir leur indépendance, leur mutuelle, c'était le symbole de leurs engagements, de leur indépendance. Et puis là, on voit de plus... Ça leur permettait, maintenant je prends la pilule, ma mère n'est pas au courant, c'est dans ma mutuelle, il y a mon monde à moi dans ma mutuelle. Mais maintenant, et sans doute encore plus dans le contexte du Covid et des tensions économiques, la couverture de papa et maman, c'est quand même pas mal. Donc, la famille peut devenir aussi providence pour les jeunes. Oui. Ce qu'on voit aussi dans les phénomènes sociologiques sur les jeunes à travers leur protection sociale, c'est qu'ils nous demandent des couvertures pour l'étranger. Parce que non seulement leurs études en France sont allongées, mais ils partent par Erasmus ou ailleurs. Et donc, ça rajoute un morceau dans leur durée d'études. Et comme il faut aussi de l'argent pour payer pour ça, on voit aussi par leur protection sociale que parfois ils cumulent le statut étudiant et le fait d'avoir une protection sociale avec un contrat salarié qui leur permet de payer leurs études. Donc, à travers leur contrat, on arrive à voir est-ce qu'ils veulent être avec leurs parents, est-ce qu'ils veulent voyager, est-ce qu'ils sont obligés de travailler pour payer tout ça. Et puis, on voit aussi les difficultés qu'ils ont à trouver du travail à la sortie et donc à avoir des couvertures de transition. Donc, quand chez AG2R La Mondiale, on regarde tout ça, on se dit comment on peut construire des solutions nouvelle génération dans l'esprit de l'assurance de personnes et du service à la personne pour les jeunes de façon originale. Alors, c'est la santé, mais c'est le scooter, c'est le studio, c'est le binge drinking et la prévention, c'est le permis de conduire, c'est la sécurisation du diplôme. Donc, comment on peut construire des solutions qui ne sont pas juste un contrat santé, mais qui apportent les choses dont les jeunes ont besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Isabelle Hébert. Je pense que ça peut vous inspirer, André Renaudin, sur la manière dont on repense la solidarité entre les générations, parce que vous commencez de le dire. En quelques mots. Oui, tout à fait. Au fond, je pars du constat très simple que la richesse d'un pays est produite par le monde du travail et donc par les actifs. Les actifs travaillent pour eux-mêmes, travaillent pour leurs enfants, travaillent pour les retraités. Si je prends quelques âges de la vie, pour le jeune âge, André Masson évoquait 18 ou 25 ans, je vais prendre la moyenne, 23 ans. L'âge moyen de départ en retraite aujourd'hui est de 63 ans, presque 63 ans. Ça veut dire 40 ans de vie active, au fond, qui produit de la richesse.
Et l'espérance de vie à 63 ans est bien de 25 ans encore, ce qui nous amène à 88 ans. Je veux dire, 40 années de travail ne peuvent pas financer tout seul 88 ans de vie, hein, les enfants soi-même et les seniors. Donc la charge qui pèse sur les actifs est absolument énorme. Et je relève tout de suite un point, le taux de pauvreté des actifs est supérieur à celui des retraités. Notre système de retraite fonctionne bien. Ce taux de pauvreté est supérieur chez les actifs à celui des retraités. Donc je pense qu'il faut repenser la solidarité intergénérationnelle et en faisant porter, par exemple, la charge de la dépendance des seniors, je veux dire, sur la communauté, sur la collectivité des retraités. Les retraités ont de bonnes retraites. Les retraités détiennent le patrimoine parce que pour beaucoup, l'héritage se fait du 4e âge vers le 3e âge. Alors, je sais bien que je raisonne et les chiffres que je donne sont toujours en moyenne, mais je rappelle que j'ai dit que c'est la solidarité nationale par l'impôt qui doit aider les plus démunis. Donc, au pouvoir public de fixer ce curseur, d'aide des plus démunis. Mais au global, si je devais résumer ce que je veux dire, c'est actifs, nous cotisons pour nos retraites. Et retraités, nous prenons en charge le risque de dépendance, le risque de grand âge. Une autre façon de le dire au singulier, c'est actif, je cotise pour ma retraite, et retraité, je me prépare au risque de dépendance, parce que beaucoup est dans la préparation, dans la prévention, dans l'adaptation du logement, pas forcément un autre mécanisme. Et donc, on peut imaginer des solutions collectives, des solutions individuelles, adaptées à tous les cas.